Aussi loin que je me souvienne, le Yukon a toujours résonné en moi comme une terre d'aventure. J'avais 6 ans la première fois que j'ai entendu parler de ce territoire, grâce aux aventures de Picsou. Et depuis cet âge, j'ai toujours rêvé d'aventure et d'expédition. Aujourd'hui, à 42 ans, j'ai réussi à faire de l'aventure mon métier. Il m'aura fallu un parcours de vie atypique pour en arriver là. Des hauts et des bas, beaucoup de doutes, de remises en question, d'échecs, qui m'ont forgé une force de caractère et une détermination à toute épreuve. C'est grâce à ce parcours que j'ai pu trouver ma voie, celle qui résonne en moi depuis mes 6 ans. Alors aujourd'hui, je suis prêt à me lancer pleinement dans ce rêve qui est devenu le projet d'une vie, un projet d'aventure et d'expédition. C'est en 2020 que le projet Au rythme de l'eau a vu le jour. Je souhaite réaliser pendant ces expéditions une série immersive et intimiste de films documentaires retraçant mes aventures et pourquoi pas en profiter pour raconter une histoire. L'histoire d'un peuple, d'une rivière, d'un lac, d'une région, d'un bouleversement climatique. L'histoire d'hommes et de femmes rencontrés pendant ces aventures et qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Pour ce deuxième volet de la série Au rythme de l'eau, accompagné de mon ami Samuel, mon binôme d'aventure, nous allons réaliser un rêve de gosse et descendre en canoë la mythique Yukon River au Canada sur plus de 750 km en autonomie complète. Le choix de ce parcours n'est pas le fruit du hasard. Rallier ces deux villes mythiques en canoë va nous permettre de fouler les traces des Premières Nations, des anciens trappeurs et explorer les vestiges de la ruée vers l'or. Mais c'est avant tout une aventure interne spirituelle qui nous attend. Cette terre des Premières Nations est forte d'énergie et notre quête d'aventure va s'avérer beaucoup plus intense que prévu. Historiquement, avant l'arrivée des premiers chercheurs d'or, Whitehorse était un lieu de pêche, de chasse et de rassemblement estival pour les autochtones. Whitehorse fut nommé ainsi dans les années 1880 par des prospecteurs blancs à cause des rapides de la Yukon River rappelant la crinière d'un cheval blanc. En août 1896, après la découverte d'or au Klondike, l'endroit devient un important centre d'approvisionnement de la ruée vers l'or. C'est en avril 1953, après la construction de la route du Klondike, que la ville a été désignée comme capitale du territoire du Yukon lorsque le siège du territoire y a été déplacé depuis Dawson City. Aujourd'hui, Whitehorse compte plus de 30 000 habitants. La ville représente environ 70% de la population du Yukon, qui elle s'élève à plus de 45 000 sur une superficie comparable à celle de l'Espagne. La ville bénéficie d'un climat subarctique, avec de courts étés chauds et de longs hivers très froids. On a pu y relever des températures extrêmes pouvant aller de -52 à +34 degrés. En 2011, Whitehorse, avec seulement 3 microgrammes de particules en suspension par mètre cube d'air, est considéré par l'Organisme mondial de la santé comme étant la ville avec l'air le plus pur du monde. Chaque année, des milliers de visiteurs font escale à Whitehorse en chemin vers l'Alaska ou avant d'explorer la nature sauvage du Yukon. Tous les 21 juin, lors du solstice d'été, le Canada fête la Journée nationale des peuples autochtones. Cette journée est l'occasion de saluer et de célébrer le patrimoine unique et la diversité culturelle des peuples autochtones. Tout le monde peut prendre part aux festivités, où sont proposés concerts, démonstrations d'artistes, nourriture traditionnelle, cérémonies spéciales et plus encore. Pour Samuel et moi-même, c'est le moment idéal pour découvrir une culture que nous ne connaissons que très peu. We have a jam-packed day for you today. Do you remember nights by the bay? Where we sit by the fire, sing to the light of day.
maximum de choses dans des petits ziplocs. Au cas où ce sac étanche prendrait l'eau. Normalement, il n'est pas censé prendre la flotte, mais ça, c'est si on se blesse, on n'a pas d'anesthésiant, donc... 22 juin 2023. Nous prenons possession de notre canoë auprès de Scott, notre contact sur place. La puissance du fleuve Yukon est au-delà de ce que nous avions imaginé. L'excitation nous envahit. Yukon signifie la grande rivière. Malgré son nom, c'est en réalité un fleuve de 3185 km de long qui prend sa source au pied du glacier Llewellyn en Colombie-Britannique, traverse le territoire du Yukon, puis l'Alaska pour se jeter enfin dans la mer de Bering. La grande rivière nous impose le respect alors que nous ne sommes pas encore sur l'eau. Les premiers coups de pagaie annoncent le rythme. On devrait bien avancer. Et il le faut, car nous devons réaliser minimum 65 km par jour, tous les jours, pendant 15 jours, pour rejoindre notre destination finale, Dawson City. Très rapidement, la civilisation s'efface du paysage pour faire place aux immensités sauvages. Le spectacle est déjà grandiose. Ça avance plus vite qu'en Laponie, hein? Les pigargues à tête blanche nous observent depuis la cime des arbres. Ils règnent ici en maîtres. Il y en a un autre juste là. Oiseau sacré des autochtones, ses plumes sont utilisées pour les coiffes et costumes religieux car il est considéré comme messager spirituel entre les dieux et les humains. Nous prenons beaucoup de plaisir à les observer depuis notre embarcation. C'est aux portes du lac Laberge que nous décidons de passer notre première nuit de bivouac sur un good camp. Ces lieux sont indiqués sur la carte comme étant des zones potentielles de bivouac. Sur place, on peut y trouver une zone dégagée où poser nos tentes, un emplacement à feu et parfois même une table et des toilettes sèches. Ah, il y a des empreintes là, mon pote. Dans l'eau, là, il y a des empreintes. Soit c'est du loup, soit c'est un gros chien. Dans l'eau, là. À vrai dire, ce n'est pas du tout le genre de spot que nous recherchons, trop civilisé à notre goût. Mais pour la première nuit dans les immensités sauvages, ce sera très bien. Premier bain dans la Yukon River. Elle est très fraîche. Bon, nous on aime bien relever des défis. Donc on a décidé de dormir à côté des petits cacas d'élan. Bon, par contre, on a quand même vérifié que ce soit pas frais. Il a dû passer il y a un moment. C'est quoi les repas ce soir? Bœuf bourguignon. Ouh. Voilà, ça avait mérité. Hein.
Le lac Laberge est la première difficulté que l'on rencontre sur notre parcours. C'est un élargissement du fleuve Yukon situé au nord de Whitehorse. Avec ses 50 km de long et jusqu'à 5 km de large, il faut généralement plusieurs jours en canoë pour le traverser dans toute sa longueur. D'ailleurs, sa traversée peut être difficile et dangereuse. Il est célèbre pour ses tempêtes brutales et subites et ses eaux très froides qui restent gelées bien plus longtemps que celles du fleuve. Ce lac était bien connu des prospecteurs pendant la ruée vers l'or qu'ils empruntaient pour descendre le fleuve afin de se rendre à Dawson City. Nous envisageons de le traverser en une seule journée. Malheureusement, le vent de face, la pluie et la houle ralentissent considérablement notre progression. On est sous la flotte et le soleil en même temps. Finalement, il nous faudra 2 jours à raison de 10 heures de navigation intense par jour pour en venir à bout et pas sans mal. Sur notre parcours, nous découvrons petit à petit des vestiges d'anciens villages des Premières Nations et de la ruée vers l'or. C'est avec beaucoup de respect et d'humilité que nous foulons ces terres sacrées. Cabanes de trappeurs, anciennes lignes télégraphiques, anciennes mines, l'ancien village indien de Joe Creek, Big Salmon, Utalinka, le cimetière de Little Salmon et tant d'autres vestiges d'un temps révolu. L'un d'eux a particulièrement retenu notre attention. Nous sommes tombés dessus par le plus grand des hasards alors que nous cherchions un endroit où poser nos tentes pour la nuit. Alors hier soir, on est arrivé dans le coin de Utalinka. C'est une petite zone là, assez petite. Et on a bivouaqué sur une île et sur cette île, il y a le SS Evelyn Norcom. C'est un bateau qui a été construit en 1908 à Dawson et qui servait à acheminer du matériel et des gens entre Dawson et Whitehorse. Ce bateau-là a été endommagé il y a quelques années. Et donc du coup, ils l'ont laissé à l'abandon sur l'île. Ils ne l'ont pas réparé. C'est un bateau assez gros quand même, qui pouvait transporter 85 personnes. C'est assez impressionnant de voir un bateau de cette taille perdu là au milieu de rien sur l'île. C'est assez mystique. Nous passons en moyenne entre 8 et 13 heures par jour sur le canoë. Grâce au soleil de minuit, nous avons la chance de pouvoir agencer nos journées comme on le souhaite. Il n'y a pas de nuit à cette période, et c'est un avantage considérable car nous n'avons pas la contrainte de l'obscurité. Il nous arrive à plusieurs reprises d'être encore en train de naviguer à 2 heures du matin. On évolue au rythme de l'eau, sans stress. Il est 23h15. On est encore en train de pagayer. On est parti à 12h15 aujourd'hui. On s'est tapé une petite tempête. Ça nous a forcé à nous arrêter pendant un petit moment. Et là, les 2 spots où on pouvait peut-être dormir, en fait, on ne pouvait pas dormir, il y avait rien. Donc on continue encore pendant peut-être 1 heure. Voilà, voilà. En fin de journée, notre principale préoccupation est de trouver un spot de bivouac qui réunit plusieurs critères. Le premier,
une île dépourvue ou presque de végétation afin de limiter un maximum d'être envahi par les moustiques et les taons. On préfère s'exposer au vent et moins aux insectes. Le deuxième, un spot assez grand pour que l'on puisse manger et stocker notre nourriture à bonne distance de nos tentes à cause des ours. Et enfin le troisième, ce spot ne doit pas avoir de traces fraîches de passage d'ours. La navigation sur un fleuve où ils viennent se nourrir et boire accentue les risques d'en rencontrer. Notre camp pour la nuit. Là, on s'est trouvé un super spot. Chaque jour, l'une de nos activités favorites est de slalomer entre les petites îles du fleuve pour augmenter nos chances de faire de l'observation animalière. Mais ce jour-là, un puissant courant nous projette littéralement contre un arbre tombé le long d'une berge. On se retrouve coincé avec le canoë dans les branches. En essayant de se sortir de ce pétrin sans se blesser, sans se renverser et sans perdre nos pagaies, je fais un faux mouvement et une douleur musculaire au dos s'installe quelques minutes après. Bon, on a perdu un bout de la canne à pêche. On vient de là. Et du coup, le courant, là, il y a quand même pas mal de courant à cet endroit-là. Nous a complètement déporté sur un petit arbre là qui est au bord de l'eau. Et on a perdu la canne à pêche s'est accrochée dans les branches. Ça s'est tout arraché. J'ai perdu ma pagaie en route en essayant de rattraper la canne. Bon, on a réussi à rattraper la pagaie, ça c'est pas le problème. Mais par contre la canne, elle a disparu. L'arrière. Classe cette fois. La météo change souvent plusieurs fois dans la même journée, alternant soleil ardent, averses de pluie, couvertures nuageuses épaisses et parfois même des tempêtes de plusieurs heures. Là on est bloqué sur un tout petit îlot à cause du vent. Donc on en est à notre deuxième café là, parce qu'on a froid. À cette période de l'année, les températures oscillent entre 8 degrés le soir et 31 degrés la journée. Les longues périodes d'exposition au soleil nous brûlent la peau, nous obligeant à revêtir nos chemises à manches longues et parfois même nos gants. De nombreuses empreintes d'animaux sont visibles sur chacune des berges et îles du fleuve. Castors, loups, renards, orignaux, cerfs, carcajous, ours, la faune sauvage est abondante sur ce territoire. Ce soir-là, aux alentours de 23h30, alors que j'étais en train de faire quelques photos au bord de l'eau, j'ai eu la visite d'un castor peu farouche et curieux. Après plusieurs allers-retours dans l'eau à m'observer, il décide de sortir et de se rapprocher à moins de 2 mètres de moi. On se regarde dans les yeux, l'animal est serein, moi aussi, l'instant est magique. Cette rencontre entre deux êtres profondément différents est quelque part un signe.
En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Le castor est l'emblème du Canada, je suis accepté sur ces terres. Bon, il est 16h40. On plie le camp. On plie le camp un peu tard parce que ce matin on s'est levé à 9h. Et très rapidement on a eu la pluie. Et en fait il s'est mis quand même pas mal à pleuvoir. Donc du coup on est retourné chacun dans notre tente en attendant que ça se calme un petit peu. Et puis ça a mis beaucoup de temps à se calmer. Ça s'est calmé à 16h. Donc à 16h on est ressorti. Moi j'en ai profité pour me reposer un petit peu et rattraper tout le sommeil que j'avais en retard. Et puis là, on va décoller d'ici 20 minutes, je pense, en direction du prochain spot. On ne sait pas trop encore où on va aller, mais on sait qu'on a une cinquantaine de kilomètres à faire. Voilà. Ça s'annonce pas facile. Aujourd'hui c'est le 6e jour d'expédition. On est parti d'un petit spot sympa qu'on a trouvé à 1h du matin pour bivouaquer. Et là on est au niveau de Little Salmon Village. Et plus précisément on est dans le cimetière de Little Salmon Village. C'est un lieu très paisible, entouré de bouleaux, d'épicéas, de pins. Le lieu est chouette au bord de la rivière. Et c'est un village, c'est un cimetière assez atypique. Un bruit inquiétant et puissant gronde au loin. Nous approchons du passage le plus technique de l'expédition. Au nord de Carmacks se trouvent les fameux rapides Five Fingers. Des rapides réputés dangereux qui tirent leur nom des 4 îles de roches qui divisent le fleuve Yukon en 5 bras, soit 5 doigts, et dont seul celui de l'Est est praticable en canoë. À l'époque de la ruée vers l'or du Klondike, il constituait un passage très dangereux pour la navigation. On croyait même à l'origine que le fleuve Yukon était infranchissable en amont des rapides. Voici comment l'écrivain Tapan Adney les a décrits en 1898.
L'ouverture est large d'une centaine de pieds, avec des parois verticales à travers lesquelles le fleuve descend de quelques pieds. Les vagues s'élevant furieusement dans une boucle aller-retour puis dansant en morceaux rapidement décroissants jusqu'à ce qu'elles se perdent dans le courant rapide en contrebas. Nous tournons notre proue vers le milieu de la fissure. Une chute, un fracas, quelques litres d'eau sur les côtés, et nous sommes propulsés dans le courant rapide sans même regarder en arrière. Afin de faciliter le passage et de réduire les accidents, les rapides ont été dynamités de 1900 à 1927, ce qui a permis d'élargir le passage de 6 mètres. Quelques kilomètres en amont des Five Fingers, nous faisons une pause pour pacter nos sacs correctement et les gonfler afin qu'ils fassent office de bouée si jamais nous devions tomber à l'eau. En toute franchise, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Nous avons entendu toutes sortes d'histoires sur ce passage et cela nous laisse perplexes. Car une fois lancé dans les rapides, la moindre erreur peut avoir de lourdes conséquences. Voyons maintenant ce qu'il en est réellement. Putain, c'est bon, hein. Attends, non. Ah, carnet-moi, plein? Non. Bon, je crois que ça a filmé quand même le passage, il me semble, ça vient de s'arrêter. Oh, c'est pas simple, hein. Non. C'est pas simple avec quelqu'un qui gère pas, là, faut, putain. Ah. On se rend pas compte de loin qu'il y a autant de vagues. Ouais, mais là que t'arrives, mais même avec la GoPro, t'arrives pas à voir de quoi ça donne. Hein. Ouais, ça va très bien aller là. Ça va aller bien? Ouais. Allez. Ah! Plus facile que prévu, mais malgré tout impressionnant. Surtout quand on arrive entre les énormes rochers et que l'on fait face aux énormes vagues qui se dressent devant nous. Le rendu à la caméra ne retranscrit absolument pas le relief de l'eau à cet endroit, mais les sensations et l'adrénaline étaient bien présentes. Ça c'est fait, mec. Bien joué les Smarties. C'est impressionnant. Hein. C'est hyper impressionnant. Ah, j'ai vu le truc. Même au début tu dis bon ça va. Ah, ça filmait encore. Mais après quand tu... Grosse journée aujourd'hui, enfin grosse journée, façon de parler, parce qu'elle était pas si grosse que ça. C'était grosse. Ouais. Moins des poufs là. Et c'était une journée fatigante. On commence à accumuler un petit peu la fatigue. 0 jour de pause. 0 jour de pause, tout à fait. On s'est laissé dériver pendant 1 heure sur l'eau. On a passé les Five Fingers, les dos dans le nez. C'était pas facile, c'était un peu chaud. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Sam? Est-ce que les Five Fingers étaient chauds?
C'était chaud, mais avec toi derrière, ça va. Hein. Sinon, si c'est moi qui dirigeais, on sait pas. Nous observons des empreintes d'ours depuis le début de l'aventure. Mais c'est seulement au bout du 8e jour que nous apercevons le premier, alors que nous sommes en train de pagayer. Il se trouve de l'autre côté du fleuve, sur le flanc d'une colline. L'instant est magique, le temps s'arrête. Les ours font partie intégrante des légendes des Premières Nations du Yukon. L'une de ces histoires raconte comment l'ours serait la création du Grand Esprit. Selon la mythologie des Tlingits, les humains ont appris à respecter les ours lorsqu'une fille humaine a épousé le fils du chef des ours. Ainsi, il n'est pas sage de dire du mal des ours, leurs esprits peuvent entendre et de mauvaises choses arriveraient à celui qui a parlé. Ce jour-là, le 30 juin 2023 à 21h30, en arrivant à la confluence avec la Pelly River, on se retrouve face à l'impressionnant High Basalt Wall, un mur de basalte de 30 km de long qui commence précisément ici. Les géologues pensent que c'est à peu près à cet endroit que la zone non glaciaire du Yukon a commencé et que le basalte s'est formé lorsque la lave est entrée en contact avec le bord de la calotte glaciaire il y a environ 8,5 millions d'années. Soudainement, face à ce mur gigantesque, nous apercevons le clocher d'une église en bois. Plutôt improbable lorsqu'on se trouve au milieu de rien. Notre curiosité nous pousse à s'arrêter pour voir ce qu'il se trouve à cet endroit. Fort Selkirk, un ancien comptoir commercial sur le fleuve Yukon. Il est le berceau de la Première Nation Selkirk qui fait partie des peuples de Tchatchonie du Nord. Des fouilles archéologiques ont fait apparaître une civilisation qui vivait en ce lieu depuis environ 8000 ans. Robert Campbell, de la compagnie de la baie d'Hudson, établit ici un comptoir en 1852. Les autochtones Tlingits, qui craignaient la concurrence avec leur propre lieu de négoce, l'attaquèrent et le pillèrent. Il fut rebâti 40 ans plus tard et devint un important lieu d'approvisionnement le long du fleuve Yukon jusqu'en 1950. Actuellement, une grande partie des anciens bâtiments a été restaurée conjointement avec le gouvernement du Yukon et les instances de la Première Nation Selkirk. Le site est accessible uniquement par voie fluviale ou alors par la piste d'aérodrome qui s'y trouve. Sur place, nous trouvons de vieilles bâtisses en bois, dont une église, ainsi qu'une aire de bivouac. Cet endroit est incroyable. Il y règne une atmosphère douce et paisible. Nous sommes stupéfaits de tomber par hasard sur ce lieu. Et même si je parle de hasard, il n'y en a finalement pas. Nous sommes précisément où nous devons être à ce moment-là. La douceur des lieux et mon mal de dos qui persiste nous poussent à rester ici pour la nuit, il est déjà tard. Le lendemain au réveil, nous rencontrons Frida, la gardienne des lieux, une femme d'une 60aine d'années appartenant à la communauté Selkirk. Elle nous propose une visite guidée des lieux avec des explications détaillées sur chaque bâtiment et sur l'ambiance qu'il y régnait à l'époque. Frida est tellement riche de connaissances que nous décidons de l'interviewer pour notre documentaire. My name is Frida Alpert. I'm Selkirk First Nation, so I'm in a wolf clan, and I work here at Port Selkirk as interpreter for the last 18 years. So my job is to go take the tourists down each houses and to let them know like what Fort Selkirk used to be like back in the olden days. In the 1930s, we had a lot of First Nation people here. Our people lived here, and when the steamboats were running on the river from Whitehorse to Alaska, they have wood camps all the way from Whitehorse. Each places where our First Nations, they cut wood for the steamboat because the steamboat ran by steam. So they would cut wood for $3 a cord for 1 cord of wood. But our culture and our traditional ways, our traditional values still stay the same. Our First Nation children did not go to school here a lot. They learn
how to live off the land out in the bush, and you know, they travel around with their parents. They live by the 4 seasons, by picking berries, and we only take what we need, you know. We hunt in August month, and that's the only time we take our moose. But yeah, if we were hungry, we will take 1 moose down, but we haven't been hungry yet, so it's been pretty good, yeah. Trapping, that was how people lived. Trapping is the father would go out trapping, and the mother would stay home and take care of the kids. So the father will be gone for 3 months, and he'd take the oldest son out to train him how to trap. So trapping is, they used to live off trapping for their income, and you know, and also for the meat, some of the meat they eat also. I trap myself. I have my own trap line, and I trap lynx, wolverine, and marten, and fox, but not too often, and coyote, not too often, and wolf. And it's I enjoy being out on the land, you know. It's minus 35. Sometimes it gets to minus 50 or 55. So we still check our traps every 4 days, and we go out on the land, and it's very cold, but you know. I just wanted to say that, you know, Fort Selkirk is a very special place. We had, you know, a lot of our people are gone from Fort Selkirk, but they left behind good spirits here, and happy spirits, healing spirits, you know. And so this place is a beautiful place where, you know, when you come here and you're paddling so far, and you go to sleep and you have a good sleep all night. So it's a very, very, very good place. It's that's why I've been here for the last 19 years. I never did get tired of Fort Selkirk. I also raised up without TV. In the late 70s, the TV came in, but I raised up without TV. So I trapped lots with my dad out on the land. I raised up in a tent out with my grandma, and I went setting rabbit snares and gopher traps with my grandma. So I pretty well raised up out on the land, and I never ever get tired of being out on the land, out in the bush. So that's my life, that's me, yeah. Nous avons pris du retard sur la journée, mais ça en valait la peine. Nous sommes encore émus du discours de Frida. Avant de reprendre notre route, Samuel, qui est kiné de métier, me pose des bandes de taping pour mon mal de dos. Cela interpelle un couple de Japonais en voyage à travers le monde depuis 8 ans. « Hey man, si tu as mal au dos, suis-moi, je t'amène voir Papa Don, le chaman du village. Hier, il m'a soigné une dent en posant juste la pointe de son doigt sur ma joue pendant 2 secondes et je n'ai plus mal depuis. » Après tout, se faire soigner par un chaman en plein milieu du Yukon, c'est une expérience unique dont je me souviendrai toute ma vie. Nous n'avons volontairement pas filmé ce passage. Il y a des choses qui se vivent, simplement. Mais c'est ainsi que nous avons eu le privilège de rencontrer Papa Don. Un personnage comme on en rencontre peu dans une vie, doté d'une sérénité et d'une puissance énergétique déconcertante, qui soigna mon mal de dos avec une séance de magnétisme et quelques prières. Le lendemain matin, je n'avais plus aucune douleur. Cette rencontre bouleversante restera gravée à jamais dans nos mémoires. So I'm going to tell you a story about power. When you want to go somewhere, you get in your car, you take it to the gas station, you fill it up, you turn the key and you drive anywhere you want to go until the gas run out. What happened? You stop. Can't go no more. When you eat, you put gas in here so you can move. You have energy. So before the energy run out, you eat again. And then before that energy run out, you eat again. So always a little bit left. So day after day after day is little bit, little bit, little bit, little bit, like blowing up a balloon. Eventually,
that balloon get really big and gonna burst, gonna break. But your immune system say no. He take over, he protect you. So what the immune system does, he make the energy, the extra energy come out like perspiration, like sweat. But you can't see it, you can't feel it. And this energy come out and it float in the air. That grass, that plant, the bird that fly around, that dog, the tree, the fish, the animal, everything functions with energy, and everything build up energy, but before it come too much, it leak out. Everything come out, they float around, and he mingle, he come together all in one. And we call this my relations, all my relations. And so my gift is to gather this energy, and if you're sick, I heal you with this energy. I don't care if you have cancer, heart problem, kidney problem, any kind of problem, I use this energy. And because it's everywhere around the earth, I can make the energy here, and like fiber optics, use the energy and send it to Australia and fix somebody over there. So it is a gift, but it's not easily earned. There's seven levels. In each level there's seven stages. And when you're on your journey to earn your gift, if you make one mistake, you stop. You can never advance. Over the other side. When you look over the other side, what do you see? You see tree, green, little hill, and that's where you stop. You don't see no more. But there's many more things to see when you open your eye. When you walk around, you think you open your eye, but there's so many things you miss. But when you're on your trail to earn your power, to earn your life, to work in your life like you're supposed to, then you see many things. Bon bah ça fait 1 heure qu'on est parti de Fort Selkirk. Il faisait beau. Il faisait beau quand on est parti. Là on fait une pause pour mettre des protections anti-pluie. Et puis peut-être qu'on va faire une pause jerky en même temps. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Sam? Je suis chaud. T'es chaud? Ouais, chaud patate. Bah, j'espérais qu'on puisse se poser là. Ouh. Il est 22h50. Ça y est. On est arrivé finalement après combien d'heures de navigation? En tout cas, les ressentis, c'est 50 euros. Pas mal d'heures. Avec les traces de la GoPro sur le front. Ouais, apparemment j'ai des bonnes cernes. Ah ouais, j'irai pas non.
On est un petit peu fatigué, le vent de face toute la journée. On n'en peut plus. Ouais, ça se voit, hein, pas mal. Hein. Et voilà, on est chez Caillou. Qu'est-ce que nous a préparé les chefs pour ce soir? Eh ben, figure-toi que ce soir c'est salade. Ouh. Salade de concombre, carottes et taboulé. Et en plus, je t'invite chez moi. Ah, voilà, Elle est pas ouais. belle la vie? Mais carrément chez toi. Hein. Parce que comme À la tu peux chef, l'entendre, les dehors il fait super beau. Voilà. Et ce plat principal, le chef nous a réservé un bon taboulé. Et comme ça, c'est fait froid. Et voilà, le taf c'est fait. Taboulé à la provençale. Et voilà. Sur l'ultra puissance qui aime bien nous rappeler que c'est lui le patron ici. On a eu un petit rappel à l'ordre aujourd'hui. C'est pas le premier depuis qu'on est parti. Pourtant on était dans une zone plutôt calme. Mais en fait il faut tout le temps être vigilant. Parce qu'on a vite fait de finir dans la flotte et de perdre tout le matos. Et vu comme c'est sauvage ici, qu'il n'y a rien, on n'a pas trop envie de se retrouver sans matos et de perdre le canoë. On a déjà perdu la moitié de la canne à pêche. On est comme ça nous. On remonte le fleuve à contre-courant. Il est 1 h du matin et on vient d'arriver sur la zone de bivouac. C'est là à voir. Redis-moi quelle heure il est? C'est 1h30. 1h au matin, mec. Journée pluvieuse. C'est ce que les jeunes disent. C'est parti. On décolle. Voilà le copain Sam qui arrive. On a fait un petit plan. On passe devant avec le canoë. Et Sam pense que c'est pas mal. Et on part là-bas. On a une belle journée ensoleillée pour le moment. Espérons que ça dure.
l'a croisé plusieurs fois pendant l'expédition. On l'a jamais vu pagayer. Lui, concrètement, il va au rythme de l'eau. Mais il avance, hein. Mais on l'a jamais vu pagayer. Je pense qu'il a pas de pagaie. Donc avec Sam, on l'appelle l'homme tronc. Il se laisse dériver comme un tronc. Régulièrement, nous avons le privilège d'observer des orignaux, mâles seuls ou femelles avec ses petits, parfois des rencontres de loin, parfois de très près comme avec ce mâle qui nous tourne le dos. Nous sommes tombés nez à nez avec lui alors que nous étions en train d'accoster sur une berge, moins de 5 mètres nous séparaient alors de ce géant. L'instant nous a saisis, le temps que notre cerveau réagisse et que l'on prenne nos caméras, l'animal avait déjà fait demi-tour. Certaines croyances locales affirment que les orignaux ont conservé une partie du pouvoir inné des premiers dieux. C'est pourquoi les orignaux sont toujours supérieurs aux humains, car ils sont la vie. Leur décès alimente les corps, mais aussi l'imaginaire dans les récits. Assister impuissant à la mort de ces animaux majestueux, sans aucun but, aucun respect, aucune dignité pour leur sacrifice, c'est pour certains perdre une partie d'eux-mêmes. L'orignal est un animal sacré. Tu dis quoi? J'ai dit c'est chaud quand il est ici. Pourquoi? Il se vient la chercher, il fait pied là. Ouais mais là on est quand même loin. Bon bah, on a vu un élan, un mâle. On est sur un tout petit îlot là. Il est là-bas. Il est en train de jouer dans l'eau, je sais pas quoi. On dirait un dinosaure. Il est énorme. On n'ose pas trop s'approcher parce que l'îlot est vraiment tout petit. Et comme ils sont plutôt territoriaux, on n'a pas trop envie de se faire charger. Donc là il y a Sam qui est parti là-bas avec le téléobjectif, je sais pas si on le voit là. Et il va essayer de faire des plans de loin. Moi j'ai eu quelques images mais mon zoom n'est pas assez puissant. Ouais, tu peux mettre son perlouse. Là on est à l'embouchure de la White River et du Yukon River. Et l'eau, je sais pas si on voit bien, l'eau elle est blanche, enfin blanche, quand on parlait. Ça porte bien son nom, White River. Oula, c'est un peu mon beer spray qui tombe dans l'eau. Ça peut servir quand même. Surtout ici. Oh putain, c'est profond là. La White River est un affluent de 322 km du fleuve Yukon que l'on rencontre au 12e jour de l'expédition. La confluence entre ces deux rivières est immense. De longs bancs de sable s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés. Une fois de plus, nous sommes totalement sous le charme des paysages et nous passons près d'une heure sur place pour profiter des lieux. La rivière Blanche est alimentée par les glaciers et contient de grandes quantités de sédiments en suspension. Et quand je parle de grande quantité, je parle de 19 millions de tonnes de sédiments par an dans la partie supérieure de son bassin. Cela change radicalement la clarté du fleuve Yukon, qui reste chargé de sédiments du confluent jusqu'à son embouchure dans la mer de Bering, 2555 km plus loin. C'est à partir d'ici que nos filtres à eau ont commencé à saturer. Ce spot est juste incroyable.
La pêche n'est pas glorieuse depuis le début de l'aventure. Nous n'avons pêché aucun poisson malgré les nombreuses heures passées canne à la main. Même nos tentatives de pêche à la traîne n'ont rien donné. Depuis que nous avons perdu un morceau de la canne à pêche, on s'est résigné à abandonner cette option pour se nourrir. Et c'est dommage, car lors de notre passage à Fort Selkirk, Papa Don nous a donné plusieurs astuces pour pêcher dans ces eaux sédimentées. Nous profitons d'une opportunité l'avant-dernier jour de l'expédition. Sur une île où nous avons posé notre bivouac, nous tombons sur un bassin d'eau claire dans lequel nous trouvons plein de petits poissons que l'on attrape avec notre épuisette. L'idée de se faire une friture pour compenser le saumon que l'on n'a pas pêché est plutôt alléchante. Oh 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 oh. J'y suis allé à l'arrache. Dans l'eau où je vois rien. J'en ai chopé un. Ton bien spray. Bon, bah voilà la maigre récolte. Alors il y en a un ou deux là qu'on a brutalisé un petit peu. En tout cas, on a une petite friture pour ce soir. Al dente, 4 minuti. Bon, là c'est le matin, c'est midi. On vient de sortir de la tente il n'y a pas très longtemps. On s'est tapé une bonne tempête cette nuit. Il y a le piquet de ma tente là qui tenait pas avec le vent. Finalement, je l'ai attaché avec mes sacs à dos, avec mes sacs. Ça a fait le taf. Ce matin, bonne tempête, on devait se lever à... On s'est couché à 1h30, 2h. On devait se lever à 10h, puis finalement, vu que c'était encore la tempête, on est resté dans la tente. Et là, on a un petit moment de calme. Je sais pas si ça va durer. Mais en tout cas, on fait le petit déj en attendant. Ah ouais. Bon bah l'embouchure de la White River et de la Yukon River. Toute l'eau qui arrive de la White River est super blanche, comme je vous ai montré précédemment. Donc on ne sait pas trop encore de quoi ça vient. Si c'est argile, calcaire, on ne sait pas trop. En tout cas, ça bouge bien les filtres. Ça les bouge vraiment très bien. Donc là, nos filtres Oco, ils sont presque saturés. En même temps, on s'en sert depuis le début de l'expédition. On ne les a pas encore nettoyés. Donc là, j'ai fait un petit bricolage avec une poche Katadyn et un filtre Sawyer. On ne l'a pas utilisé encore celui-là. Donc on va se servir de celui-ci pour remplir une popote d'eau propre et pour essayer de nettoyer les autres filtres, en espérant que ça marche.
Le 14e jour de l'expédition, alors que nous ne sommes plus qu'à 10 km de l'arrivée à Dawson, mon ami Samuel me fait part de son envie de bivouaquer une dernière fois. Je suis alors mitigé, car d'un côté l'idée me tente bien, mais de l'autre, arriver à Dawson aujourd'hui nous permettra de profiter un peu plus de la ville avant notre retour en France. Je me laisse finalement convaincre et nous posons notre bivouac sur une île. Bon, on a pris un peu la flotte. Juste un peu. Tu vas voir. Ça y est, on est arrivé à Dawson City. On est pile poil au croisement du Klondike, la rivière Klondike et du Yukon River, la fameuse rivière mythique des chercheurs d'or. On peut voir, je ne sais pas si on voit à l'écran, que la différence de couleur entre les deux eaux, le Klondike est assez clair, la Yukon River est encore bien blanche à cause du croisement avec la White River et de tous les sédiments qu'il y a dans l'eau. Donc là on arrive dans cette ville historique et mythique qui est Dawson City. Ça a l'air vachement vintage, on dirait, d'ici en tout cas, on dirait que le temps s'est arrêté il y a 100 ans. Voilà, on va aller voir ça de plus près. Notre arrivée à Dawson City marque la fin de l'aventure. Cette ville mythique, intimement liée à la ruée vers l'or du Klondike, sera la dernière de nos récompenses. La cité de Dawson a été fondée en 1898 par Joseph Ladu, qui la nomma ainsi en l'honneur du géologue canadien George Mercer Dawson. Elle est choisie comme capitale du Yukon à sa création et le demeure jusqu'en 1952, remplacée par Whitehorse. Elle se trouve à la confluence du fleuve Yukon et de la rivière Klondike, 560 km au sud du cercle arctique polaire. La ruée vers l'or du Klondike a démarré en 1896, transformant un simple camp de pêcheurs en une ville de 40 000 habitants en 1898. Dawson était alors la plus grande ville au nord de Seattle et à l'ouest de Winnipeg. Rapidement, l'exploration minière deviendra l'affaire des grandes sociétés. La saturation des terrains et la découverte d'autres gisements aurifères en Alaska fait diminuer sa population qui tombe à 20 000 en 1902. Aujourd'hui, la cité de Dawson compte environ 1577 habitants. Le commerce actuel de la cité est principalement axé sur le tourisme et les mines d'or. Le complexe historique de Dawson a été désigné comme lieu historique national. Dans cette petite ville élégante, autrefois surnommée le Paris du Nord, les rues sont en terre et les trottoirs sont en bois. Si le temps où les mineurs payaient en poussière d'or est révolu, on continue de s'y distraire au rythme des festivals, des événements et des compétitions comme les concours d'orpaillage et les courses de latrines. Mais on y prend surtout du bon temps à Dawson. Visite à pied par des interprètes en costume d'époque, promenade dans des bateaux à roues sur le fleuve Yukon, ou spectacle de French Cancan au Diamond Tooth Yachts, le plus ancien casino du Canada. Dawson est toujours en effervescence. La ville de Dawson est incroyable, hors du temps, avec d'innombrables vestiges d'une époque pas si lointaine. Comme cette tradition assez loufoque qui se déroule dans le saloon de la ville, le fameux Downtown Hotel. Ici, chaque jour à 18 h, le Captain Surto entre dans le saloon. C'est un papy avec une grande barbe blanche et coiffé d'un chapeau de marin. Il est applaudi par tous, c'est une célébrité locale. Dans sa main, il tient un bocal avec 3 orteils humains momifiés dans de l'alcool. C'est le fameux Surto Cocktail. Selon la tradition, pour marquer son passage dans la ville de Dawson, on doit boire un verre d'alcool à 40 degrés avec un orteil humain momifié dedans. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir respecter cette tradition, donc il faut s'inscrire pour y participer. Et comme par hasard, je suis le premier appelé.
Je rejoins donc le capitaine Surto qui m'attend assis derrière une table. Je prends place face à lui. Sur la table, il y a 3 orteils, un verre de rhum et une pancarte indiquant que si on avale, suce, croque ou lèche l'orteil, nous avons une amende de 2500 $. Le capitaine attrape un orteil avec une pince, puis en faisant un signe de croix devant moi, me dit « You can drink it fast, you can drink it slow, but your lips must touch the toe. » Puis il dépose l'orteil dans mon verre et je bois sans hésiter cul sec. On va passer l'examen. Il en est de même pour Samuel. Le projet Yukon au rythme de l'eau m'a une nouvelle fois amené à vivre cette vie d'aventure et d'expédition dont je rêve depuis mon enfance. Et c'est bien au-delà de mes attentes et espérances que j'ai vécu celle-ci avec mon fidèle ami Samuel. Car après avoir réalisé plus de 750 km en canoë sur la Grande Rivière, affronté toutes les météos possibles, côtoyé Grizzly et Orignaux, après avoir rencontré les Premières Nations et m'être fait soigner par Papa Don, avoir entendu de belles histoires et vécu d'innombrables moments forts, après avoir découvert la ville mythique des chercheurs d'or et enfin bu un alcool avec un orteil humain momifié dedans, je peux dire que c'était une aventure intense dans tous les sens du terme, que ce soit sur le plan physique, psychologique, émotionnel ou humain. Car comme l'a écrit Jack London, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Désormais, le Yukon restera à jamais gravé dans nos mémoires.